est venu pour sortir ce pays de l'abîme, même si ces dignitaires-là ne le reconnaissent pas pour des raisons qui ne sont qu'un secret de polichinelle. Donc, pour nous, cela ne changera rien. Nous ne pouvons pas aller en guerre contre eux, nous ne pouvons pas faire un bras de fer avec eux. La vérité va faire le bras de fer avec eux. Faisons. Qui gagnerait un haut dignitaire de l'Église catholique à méconnaître la bonne gestion? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que si j'insiste sur un fait, ça veut dire que réellement vous avez aussi échoué? Un haut dignitaire de l'Église catholique est tout à fait humain comme vous et moi. Mais il est tout proche de la population. Tout comme moi, je suis aussi proche de la population. Je suis aussi. Mais c'est quoi comme bilan? La population, je gère toute une masse des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et l'Église. Et ces jeunes sont toujours satisfaits jusqu'aujourd'hui. Mais oui, ils sont satisfaits des changements qui sont en train d'être opérés dans notre pays. Mais par contre, nous sommes proches des jeunes et nous sommes en politique. L'Église ne fait pas la politique. L'Église, c'est la religion. Prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, faire en sorte que les gens puissent croire dans le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. C'est ça l'objectif. Mais si l'Église ils sortent de leur objectif, ils commencent à entrer en politique. C'est pour des intérêts pécuniers, nous le savons très bien. Comment ça? Puisqu'en 2016, ils ont été contre Joseph Kabila, ils étaient à deux côtés. Et aujourd'hui, vous les taxez des nouveaux. Mais nous sommes. Et disent que ne comparez pas le régime dictatorial de Joseph Kabila avec le régime démocrate de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils avaient tout à fait raison, tout comme nous avions raison de combattre le régime de Joseph Kabila, qui a fait plus de 18 ans, qui est allé largement au-delà du mandat constitutionnel lui reconnu, chose que nous ne faisons pas. Donc, aujourd'hui, faire cette comparaison-là, ce n'est pas raison, monsieur le journaliste. Tu n'as pas raison comment? Parce que c'est un régime dictatorial, mais qui a fait quand même des bonnes élections, qui vous ont légué ses pouvoirs. En quoi c'est dictatorial? Journaliste, nous n'allons pas parler ici de la dictature nous imposée par Joseph Kabila Kabange. Nous, l'UDPS, nous avons perdu beaucoup de combattants lors de notre lutte contre ce régime. Paix à leurs âmes, nous avons perdu beaucoup de combattants. Nous, l'UDPS, beaucoup ont été incarcérés dans ce pays. Nous, de l'UDPS, nous avons été gazés par des grenades lacrymogènes et tout, torturés dans ce pays. Pendant le régime de Joseph Kabila, il est allé largement au-delà de son mandat constitutionnel lui reconnu. C'est connu de tous. En quoi est-ce que nous devons prouver encore que le régime de Joseph Kabila était un régime dictatorial? Donc, en bref, vous dites que la position de l'Église catholique sous Kabila a été correcte, mais celle-ci vous semble être incorrecte sous Félix Tshisekedi. Bien évidemment, nous savons qu'il y a une main noire qui est en train de téléguider la réflexion ou le mental de nos chers prélats. Alors, en des termes plus clairs, vous allez regarder la caméra avant qu'on parle de la deuxième thématique, puisque lui, il a été clair quand il dénonce cette gloutonnerie, il dénonce justement la division et tout, il met en garde aussi les autorités, puisqu'en des termes clairs, il milite pour opposer également les bilans positifs de Félix Tshisekedi ou de votre gestion par rapport aux déclarations qui semblent entre guillemets très négatives de Fulgence Mouteba vis-à-vis de votre administration. Monsieur le journaliste, pour nous, nous aimerions ici faire comprendre que ce qui a été déclaré n'est pas du tout vrai. Parce que le régime actuel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas caractérisé par une quelconque gloutonnerie ou par un quelconque train de vie exagéré ou nuisible à notre chère population ou au budget de la République démocratique du Congo. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, il y a eu plusieurs changements, notamment l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Plusieurs fonctionnaires de l'État mécanisés qui sont actuellement en train de bénéficier de leur dû, c'est-à-dire de leur salaire. Nous avons actuellement en République démocratique du Congo, sur le plan des infrastructures, beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, notamment les routes en train d'être construites, les aéroports en train d'être construits. La Société nationale des chemins de fer
avec à sa tête le directeur général Fabien Moton-Calcato, en train d'être métamorphosé, où les agents sont en train de toucher leur salaire chaque mois, chose qui était un miracle impossible à faire du temps de l'ancien régime. Et aujourd'hui, à la Gécamine aussi, le même changement est en train d'être opéré. Aujourd'hui, nous avons le contrat du siècle, le contrat sino-congolais qui a été dénoncé par l'IGF. Nous avons des preuves, des millions et millions de dollars ou des milliards qui ont été détournés par l'ancien régime face à ce contrat. Mais l'IGF a dénoncé. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'optique d'une renégociation de ce contrat. Voilà brièvement quelque chose que Félix Tshisekedi a fait. Et aujourd'hui, nous aurons des élections crédibles qui seront organisées, tant sur le plan des législatives, présidentielles, que municipales, qui n'ont jamais été organisées dans ce pays. Donc, et en dernier, l'homme congolais pourra bénéficier d'une carte d'identité après plusieurs décennies. Voilà, merci. On va prendre la deuxième thématique. Justement, ça concerne l'état des sièges. Là encore, c'est l'église catholique qui est vendez-vous contre celle-ci, cette mesure, bien sûr, l'évêque de Goma, Willy Mouli, qui plaide pour s'enlever, car il pense que cet état des sièges, 2 ans après, c'est une énorme déception. L'armée avance quand même des chiffres plutôt positifs. 907 terroristes à l'être tués au bout de 2 années donc, de détraque. Vous, quel sentiment vous avez quand vous parlez de l'état des sièges 2 ans après, quand on l'avait annoncé, c'était avec pompe et autres, on se disait voilà peut-être la solution salvatrice, mais on se rend compte que finalement c'est un peu une sorte d'échec. Merci monsieur le journaliste. L'état de siège a bénéficié de plusieurs évaluations depuis sa mise en place, notamment l'évaluation, la dernière en date par les services attitrés. C'est ce que nous avons toujours demandé, une certaine évaluation avant toute prolongation de l'état de siège. Et aujourd'hui, c'est un fait. Nous sommes en train de voir que chaque fois qu'il y a besoin de prolonger l'état de siège, il y a une évaluation qui est faite par les services afin de recadrer le tir là où les choses n'ont pas été bien faites, que les choses soient bien faites. Et pour nous, c'est une joie. Nous constatons effectivement que depuis le début de l'état de siège, il y a une nette amélioration parce que le nombre de groupes armés que nous avons trouvés n'est pas le même que le nombre de groupes armés qui sont en train de sévir actuellement dans la partie orientale de notre pays. Et pour notre part, cette situation est assez satisfaisante. Et ce que nous constatons aujourd'hui, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, où il y a encore plusieurs exactions qui se font, contrairement à l'Ituri, où l'état de siège est totalement une réussite, parce qu'il y a réduction sensible de tout ce qui se passait, mais dans le Nord Kivu, c'est là où il reste encore beaucoup à faire, notamment avec les ADF, ainsi que le mouvement du 23 mars du sud du Nord Kivu. Donc il reste encore beaucoup à faire dans le Nord Kivu, mais cela ne doit pas nous pousser à dire que l'état de siège est un échec. L'état de siège est une réussite parce qu'aujourd'hui, elle nous a permis de mettre le Rwanda dos contre mur. Paul Kagame se retrouve dos contre mur et il se retrouve comme un petit diable dans un bénitier. Et comment vous justifiez que Boulangana a été pris sous état de siège, puisque c'est au Nord Kivu? Comment vous justifiez que certaines localités aussi sont sous occupation? Non, mais le fait... Alors que la province est tout simplement armée. Le fait de mettre la province en état de siège ne signifie pas que directement cela vous permet de bouter l'ennemi en dehors du territoire national. Par contre, cela pousse l'ennemi à renforcer encore plus son armement, ses capacités, pour nuire et pour prouver à l'opinion que ce que vous avez initié n'est qu'un échec. Donc ce qui est en train de se passer là, ce sont je peux encore dire des douleurs d'enfantement. Nous sommes en train d'aller vers la réussite de cet état de siège et nous devons passer par cette douleur-là, par ces difficultés-là, par ces bruits-là que les ennemis de la République sont en train
de faire. Donc pour vous, l'état de siège va rester aussi longtemps que la menace sera encore là? Aussi longtemps que la menace sera encore là, l'état de siège doit rester parce qu'elle nous a permis de découvrir beaucoup de choses, tout comme de mettre le Rwanda en exergue devant toute la communauté internationale qui aujourd'hui reconnaît que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Et donc pour l'évêque qui demande sa levée, on sait qu'il manque de lucidité lui aussi, parce qu'il est sur le terrain, il a vécu des atrocités, il vit ces atrocités, il manque tout simplement l'amour pour notre pays, cet évêque. Si on nous pose la question, aujourd'hui, si nous levons l'état de siège, est-ce que la paix reviendra? Peut-être renforcé par d'autres mesures. Lesquelles? Nous avons été pendant plusieurs années dans ce pays sans état de siège. Il y avait plusieurs stratégies qui étaient mises en place, mais la paix n'en revenait pas. Et pour nous, la solution, c'est l'état de siège. Et les résultats, nous sommes en train de les voir. Notre armée était une armée infiltrée pendant plusieurs décennies. Tout le monde le sait. Et cela est censé nous prendre beaucoup de temps pour pouvoir purifier cette armée et la rendre aussi nationaliste, loyale, telle qu'elle devrait l'être. Nous avons vu des hommes faillants tels que les Mamadou Ndala tomber au front, trahis par nos propres frères congolais, parce qu'ils étaient en train de frapper l'ennemi fort comme il se devait. Donc nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Donc voilà, vous avez encore une minute 30 pour répondre à l'évêque. Je pense que l'état de siège est une déception. Je rappelle que ça fait au moins 48 prorogations par les élus du peuple qui continuent à faire confiance à celle-ci, mais avec lucidité, certains experts pensent que c'est un échec. Il minute 30 pour répondre. Nous tenons à demander à notre évêque ainsi qu'à certains de nos frères de la partie orientale de notre pays d'avoir de l'amour pour notre patrie. Nous savons que la plupart ou certains d'entre eux ont des intérêts connus dans cette guerre dans l'est de notre pays parce qu'ils se retrouvent comme étant des exploitants miniers, artisanaux et autres dans cette partie et ils sont là en train de fournir les moyens nécessaires aux mouvements rebelles qui sévissent la partie orientale de notre pays pour leurs propres intérêts pécuniaires. C'est tout à fait regrettable. Nous devons faire passer l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la nation avant toute chose. C'est ce que nous demandons à nos compatriotes congolais. Si vous avez effectivement de l'amour pour notre patrie, vous ne demanderez pas à ce que cet état de siège soit levé, mais par contre, vous demanderez à ce que l'état de siège continue et que l'on renforce la logistique des forces armées de la République démocratique du Congo afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. Merci à vous, Patrick Kafoumi. Nous, on continue donc notre mission de Galactique.